Bienvenue dans Big Boss et dans notre émission économique, on aime les belles histoires. Celle du jour, elle parle de parking partagé. Bipark est né il y a 10 ans dans la tête de Julien Van de Leen et il est avec nous en plateau. Bienvenue. Bonjour. Alors c'est vrai, 10 ans déjà et le concept de park sharing, comme on dit, finalement vous l'avez découvert en voyageant. Expliquez-nous. Tout à fait. En fait, moi j'ai fait mes études à Louvain-la-Neuve et j'étais en Erasmus à Boston, aux États-Unis. Et dans ce contexte-là, comme tout Erasmus, on voyage beaucoup. Et donc un week-end, j'ai fait un city trip à Boston. Et là, j'ai pris connaissance du concept du park sharing, qui était en fait le Airbnb du parking. Donc c'est Monsieur Dupont qui partait le matin et mettait et libérait sa place devant chez lui sur une plateforme. Un concept que vous avez adapté, on va l'expliquer dans un instant. Et puis il est lui aussi passionné de mobilité. Après le boss du jour, c'est un peu notre expert du jour. Il nous accompagnera tout au long de cette émission. C'est Benjamin Evrard, journaliste à l'Écho. Bienvenue Benjamin. Bonjour. Alors c'est vrai que le parking partagé, le partage de ces places de parking, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, Benjamin, que c'est tendance ? Déjà, c'est toute la mobilité qui est tendance. Donc le partage dans la mobilité est très tendance. Et le parking, c'est quelque chose d'assez important en fait, parce que c'est un actif assez mal utilisé en ville. Les parkings ne sont pas tout le temps pleins. Et chaque mètre carré compte aujourd'hui en ville. Donc il est important aussi dans la mobilité de bien utiliser les places de parking. Alors j'imagine que vous avez des tas de questions à poser à Julien. La première que vous avez envie de lui poser ? 10 ans dans le parking intelligent. On s'en lasse pas un petit peu du parking intelligent après 10 ans ? Non, parce que on est dans le secteur qui est à la croisée de l'immobilier et de la mobilité. Et quand on voit depuis ces 10 dernières années l'ensemble des évolutions que les villes ont connues en termes de mobilité, mais aussi en termes d'immobilier, en fait, on a dû constamment s'adapter aux nouveaux besoins de nos clients. Donc, tant les propriétaires qui avaient des besoins de changement, parce qu'ils disaient aujourd'hui, on ne vend plus, on ne loue plus des mètres carrés, on doit proposer du service à nos usagers, que les particuliers ou les sociétés qui, elles, cherchent des solutions de stationnement. Les solutions et les besoins il y a 10 ans n'étaient plus les mêmes. Les quartiers dans lesquels on cherchait ne sont plus les mêmes aussi. Donc c'est toujours aussi passionnant. Alors, on va faire plus ample connaissance avec vous en tant qu'homme d'entreprise, chef d'entreprise. On a une séquence qui s'appelle Dans le bureau du boss, mais en start-up qui se respecte, vous n'avez pas vraiment de bureau. Vous bougez beaucoup, il y a plutôt un paysager. Quoi qu'il en soit, pour en savoir un petit peu plus sur vous, nous avons contacté un de vos proches, Thomas de Dorlodo. Le parapentiste est aussi un de vos amis proches. Et il nous a fait quelques confidences à votre sujet. On l'écoute et on en parle juste après. Ce qui est marrant, c'est que moi, j'aurais pas parié grand-chose sur Julien au départ, parce que Julien, à l'école, c'était quelqu'un qui bossait pas beaucoup. En fait, c'est un mec qui est quand même très malin à la base, et du coup, il a pas besoin de trop travailler pour réussir. Mais voilà, il s'est quand même très très bien débrouillé par la suite, donc ça veut rien dire, quoi, apparemment. C'est quelqu'un qui est très sociable aussi, donc il ramenait beaucoup de monde à la colocation et c'était chouette. Et puis on était dans la même équipe de rugby aussi. On avait créé une équipe de rugby en sortant de Maretsu avec tous les amis de l'internat. Julien, il avait plein de copines à qui il offrait des fleurs et à qui il écrivait des cartes postales pour avoir des notes. Et donc il récupérait les meilleures notes de son auditoire. Il avait toujours des notes impeccables, super propres pour étudier et pour préparer ses examens en blocus. C'est toujours le gars qui avait un peu la recette, là. Il nous donnait plein de conseils pour séduire les nanas. Et non, c'est un vrai romantique. Quand il fait ses petits yeux, là, ça a de l'effet apparemment. Il a tendance à confondre un peu persévérance et obstination. C'est un gars qui, quand il a une idée, il la lâche pas, quoi. Alors des fois c'est un peu fatigant, mais des fois par contre, c'est vrai que ça peut l'emmener assez loin. Il est très proche de sa famille, très proche évidemment de ses enfants et de son épouse, mais aussi de sa famille proche, ses sœurs, ses beaux-frères. Il est tout le temps en week-end quelque part avec sa famille. Ils sont très famille. Donc ça, je pense que c'est un petit peu son point de repli. Votre point de repli, Julien, alors émouvant de revoir toutes ces photos. Oui, ça me fait plaisir parce que Thomas est beaucoup en vadrouille, donc on se croise beaucoup. C'est le parrain de mon deuxième fils et c'est quelqu'un à qui j'ai partagé toutes les vies d'internat et donc énormément de souvenirs. Une longue amitié qui vous lie. La famille, c'est important pour lancer une affaire comme la vôtre. Elle a joué un rôle dans le lancement de votre entreprise ? Oui, parce que finalement, moi j'ai lancé Bipark en 2011. C'est l'année où j'ai rencontré ce qui est mon épouse aujourd'hui, donc Marie.
Et donc, évidemment que ça a joué parce qu'il est clair que quand vous lancez une entreprise entrepreneuriale, il y a un équilibre à trouver par rapport au temps investi, à l'énergie, aux risques, aux tensions, aux inquiétudes. Et donc, moi, j'avais lancé à l'époque sans associés. Donc aujourd'hui, j'ai des associés qui sont finalement... Vous étiez seul au départ. Voilà, j'étais seul au départ, mais aujourd'hui moins. Mais donc, il a fallu évidemment trouver une association dans la vie privée qui me soutenait au quotidien dans mes démarches. Et qui vous soutenait aussi financièrement parce que vous avez lancé Bipark sur fonds propres. Alors, on a lancé Bipark avec très peu de moyens. On a eu quelques aides régionales de Bruxelles. On a eu des prêts subordonnés, donc on a été pas mal accompagné par le public, c'est important de le souligner aussi. Et après, j'ai eu la chance que ma femme travaillait aussi, donc elle pouvait... Alors, ce qui est intéressant aussi avec votre parcours, on va revoir quelques photos, c'est qu'on entend dans la bouche de votre meilleur ami que vous n'étiez pas un très bon élève, comme quoi il y a de l'espoir. L'école, c'était pas votre truc? Non, mais bon, alors quand vous êtes à l'internat en Ardennes avec tous vos meilleurs amis, il est clair que c'est parfois difficile de faire la priorité des choses et que quand vous avez 15-16 ans, vous préférez aller jouer au rugby ou faire la fête dans les bois plutôt que voilà. Mais cette âme d'entrepreneur, vous l'aviez en vous? Oui, moi je ne viens pas d'une famille de business ou d'entrepreneur parce que j'ai 2 parents médecins et donc c'est vraiment à l'internat que j'ai pris le goût de la prise d'initiative finalement parce qu'en fait entreprendre il y a des opportunités et j'ai envie de les saisir et je lance des défis et que ça soit comme Thomas l'expliquait et comme on voit à l'écran, créer une équipe de rugby finalement à la sortie de l'école, c'est aussi une forme d'entrepreneuriat et donc en faisant finalement cette prise d'initiative, j'ai pris au goût et c'est là où j'ai voulu être indépendant et voilà. On va voir au cours de cette émission si vous êtes persévérant ou obstiné, avec le portrait qui va suivre. On l'a dit, vous avez lancé votre projet il y a 10 ans, vous faisiez tout seul au début. Aujourd'hui, il y a quand même une 50aine de personnes qui travaillent avec vous. Avec Frédéric Dehaenaut, nous sommes allés à leur rencontre au siège de Bipark, situé rue du Mail à Ixelles. C'est juste à côté du garage Literen. On regarde. Oui, bonjour, Oscar Milan de la société Bipark. C'est depuis ce bureau situé à Ixelles qu'est pilotée la technologie Bipark. Elle permet de louer une place de parking inexploitée dans un immeuble privé. Sur le plateau à Bruxelles, on est environ 30-35. Il y a une équipe à Paris et une équipe à Sofia, vraiment de développeurs IT. Et puis après, il y a d'autres personnes qui sont en remote dans d'autres pays qui nous aident, notamment sur le développement du logiciel. Ce qu'on affirme du coup à nos clients, c'est que vous êtes assuré de trouver une place bien sûr dans le parking. C'est pas parce que les places sont non nominatives que vous ne trouverez pas de place. Petite démonstration. Florence cherche pour nous une place de parking du côté de la place Fernand Coq à Ixelles. Objectif, y stationner la nuit et le week-end. Et en un clic, elle en trouve dans une école. Et du coup, ça veut dire qu'après 18h30, vous pouvez aller vous parquer sur le parking et vous avez un panel de places qui est devant vous. Vous parquez évidemment où c'est le plus facile pour vous. C'est 39 € par mois pour pouvoir stationner nuit et week-end. Évidemment, en fonction d'un endroit à l'autre, en fonction de si c'est des abonnements 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, les prix varient. Pour accéder au parking, il suffit donc d'un smartphone et de l'application Bipark, un système ingénieux qui permet aujourd'hui aux Bruxellois d'accéder à quelques 8000 places de parking hors voirie. On génère du chiffre d'affaires sur des places et en fait on reverse une partie de ce chiffre d'affaires en redevance aux propriétaires. Ça varie des types d'utilisation, etc., quelle est la redevance. Mais en fait, nous, notre objectif, c'est d'optimiser les places de parking et générer des revenus supplémentaires pour le propriétaire sur ces places vacantes ou inoccupées. Et pour assurer l'installation et la sécurisation du système, 3 techniciens se relaient en permanence pour assurer la maintenance des 260 sites bruxellois exploités par Bipark. Je suis en train de checker les plaques, donc contrôle des plaques. Avec ce contrôle, on peut voir si le véhicule est client chez nous ou il n'est pas client. Et dans les prochaines visites, si sa plaque n'est pas enregistrée encore, on sait que c'est un squatteur et voilà. Là, on passe à l'étape suivante. Plus de 330 clients B2B font confiance à l'entreprise technologique. Gestionnaires d'immeubles de bureaux, développeurs immobiliers en attente de permis, mais aussi et surtout propriétaires de biens résidentiels. La majorité des profils de propriétaires de logements chez nous résidentiels sont en fait des logements sociaux qui ont un énorme vide locatif et c'est en fait ces places-là qu'on met à disposition des riverains, mais parfois on gère aussi l'entièreté du parking pour ces acteurs-là. Salut Florence. Une solution qui a permis d'enlever une fameuse épine du pied de ce gestionnaire de biens immobiliers. Spécialisé dans l'accompagnement d'investisseurs privés, il met aujourd'hui une quinzaine de sites de parking à disposition, soit 750 places potentielles.
Et puis le parking, bon, retail bureau évidemment, ça c'est une solution, on en a besoin, on peut le valoriser, mais sur la partie résidentielle, en fait, on a tendance à l'oublier volontiers. Donc ici, c'était une manière justement de lui donner une valeur, de lui donner une utilité, d'optimiser sa valeur, permettre aussi à des riverains qui étaient en recherche de solutions parking, eh bien, de leur proposer cette solution-là. Et donc voilà, donc je pense que sur plusieurs aspects, Bipark a amené une solution assez intéressante. Avec une croissance de plus de 20% en 2020, Bipark poursuit sur sa lancée en imaginant un nouveau dispositif dédié exclusivement aux clients entreprises. Retour au siège, où le logiciel baptisé EasyX est né et accompagne désormais 150 entreprises dans la chasse aux parkings inutilisés. Ça va être des interfaces, des applications qu'on développe pour les utilisateurs, les employés qui vont pouvoir réserver un parking en fonction de diverses règles de priorité qui vont être définies par les ressources humaines par exemple. Très clairement aujourd'hui, l'évolution des mœurs en termes de travail, en termes de mobilité, a rendu la gestion d'un parking de bureau assez compliquée. Et donc on met notre expérience finalement dans un outil qu'on met maintenant à disposition de nos clients, des entreprises et des gestionnaires immobiliers. Aujourd'hui, Bipark, c'est 13 600 utilisateurs locataires en Belgique, mais aussi en France et au Luxembourg. Alors, une question quand même, qui sont les utilisateurs de Bipark? Non pas les entreprises qui vous demandent de les aider pour la mise en location, mais qui choisit cette formule-là aujourd'hui? Donc nous, aujourd'hui, on a vraiment un positionnement qui est clair, c'est qu'on veut faciliter les déplacements domicile-travail. Et donc, on est à 95% de nos ventes, c'est des abonnements. Et ces abonnements sont 60% des corporates et un gros 40% de particuliers. Donc, c'est soit proche de chez vous, soit proche de votre lieu de travail ou sur le lieu, le transport finalement domicile-travail. Ça peut être proche d'une gare, une entrée de ville. Et après, vous prolongez avec un bus, un métro ou un train. Est-ce que ce ratio a fort évolué avec le temps? Parce qu'on pense qu'au début, c'était quand même les clients B2C plutôt que vous visiez, non? Alors, c'est pour ça que dans le reportage, quand il y a la recherche de la carte, on voit une école que la nuit et le week-end. C'est quelque chose qui nous a fort collé à la peau, où on pensait que Bipark était uniquement une solution le soir et le week-end en dehors des heures. Parce qu'on a beaucoup de supermarchés notamment. Aujourd'hui, 85% de notre offre, c'est du 24 heures sur 24. Or, si vous voulez vraiment une solution pérenne en termes de mobilité, il faut ne pas être obligé de prendre son véhicule le matin pour pouvoir prendre du vélo ou prendre les transports en commun. Donc notre offre a shifté en du 24 heures sur 24 beaucoup. Et donc, de facto, on a intéressé des commerçants et des sociétés aussi parce que l'offre était plus globale. Et il y a moins de demandes pour ça, pour des personnes qui voudraient se garer juste ponctuellement sur une place sans être abonnées? Alors, c'est les 5% restants? C'est les 5% restants. C'est une question de business model et de focus. Il faut savoir que quand vous faites une marketplace, donc c'est une solution qui fait le lien entre une offre et une demande, à un moment, vous devez pouvoir choisir votre cible. Si on décidait que c'était quelqu'un à la journée, on allait devoir s'intéresser du coup à des touristes et des gens qui viennent à la journée et donc activer toute une série d'autres canaux de communication. Mais en plus de ça, en termes de gestion, ça n'a rien à voir. Il y a beaucoup plus de support parce que les gens ne sont pas habitués, donc beaucoup plus d'inquiétude. Chaque parking est différent, donc chaque parcours piéton est différent, chaque parcours voiture est différent, donc il y a plein de questions sous-jacentes à ça. C'est pour ça que nous, on a privilégié le domicile-travail et les abonnements, et c'est aussi ça qui nous a permis, pendant les 2 dernières années, qui étaient des années assez particulières, d'avoir une très bonne résilience, parce qu'on avait ces revenus récurrents et qui nous a permis de faire les 20% de croissance dont on parle dans le reportage, et 30% l'année dernière. Oui, mais en même temps, domicile-travail, en période de confinement, en période de crise sanitaire, ça a dû quand même vous sur inquiéter. l'aspect corporate, on est d'accord. On a eu des suspensions. Et aujourd'hui, on est content que les gens commencent à revenir, parce que clairement, ce n'est pas que pour nous, c'est toute l'activité économique des villes qui a besoin que les gens reviennent en ville travailler. Par contre, on a une augmentation des particuliers. Parce que des gens qui partaient travailler avec leur véhicule, qui doivent la laisser proche de chez eux, ils ont besoin de solutions. C'est ça qui explique ces 35% de croissance que vous avez eue en 2021? Non, la croissance qu'on a eue en 2021, elle est justifiée par 3 choses. Une partie qui est celle-ci, c'est-à-dire les particuliers. Une autre partie, c'est le développement de nouveaux marchés et le Luxembourg, où là, il y a un attachement à la voiture et il y a une raréfaction des places de parking et à un prix immobilier qui est tout autre. Quand on le vend à 100, 150 euros en Belgique, on va être en 250 et 400 euros à Luxembourg. Et le troisième axe, c'est la diversification avec le logiciel. Donc marché et produit.
Alors justement, vous parlez du Luxembourg, il y a d'autres pays où vous êtes en train de vous développer, la France notamment. Oui. Est-ce qu'on retrouve un peu le même tissu qu'à Bruxelles? On a vu, il y a quand même des particularités comme le fait que le parc résidentiel et en particulier les logements sociaux sont des endroits où le parking est sous-utilisé. La France est un marché très intéressant, c'est un très grand marché. Vous y grandissez pour l'instant? Là, on a rentré énormément de stocks et donc on a vraiment des très belles perspectives de croissance. Vous appelez du stock, c'est vraiment des places de Des parking. places de parking qu'on va pouvoir mettre à disposition de personnes. Et les enjeux politiques sont les mêmes. On voit qu'à Bruxelles, on veut supprimer 65 000 places de parking en voirie pour réaménager l'espace public, pour faire finalement des bancs de bus, pour mettre en place des pistes cyclables. La politique parisienne d'Anne Hidalgo est la même. Et donc, on va supprimer des emplacements et donc il faut trouver des alternatives et des solutions alternatives. Vous nous faites la parfaite transition avec le chiffre choisi par notre journaliste de l'Écho. On va le regarder tout de suite. C'est 765 000, ça c'est le gros chiffre qui représente quoi, Benjamin? Donc c'est les places à Bruxelles. Donc selon les données régionales, il y a 265 000 places en voirie et 500 000 places environ privées à Bruxelles. Dans le même temps, le plan Good Move, qui définit les grandes lignes politiques en matière de mobilité et vise à réduire de 24% l'utilisation de la voiture, prévoit de supprimer 65 000 places d'ici 2030. Voilà. Est-ce que c'est, si je vous suis bien, c'est plutôt une opportunité pour vous? Je pense que c'est une opportunité pour nous, mais aussi pour tous les Bruxellois, parce qu'aujourd'hui, quand vous réaménagez l'espace public, ça a du bon pour tout le monde. Agrandir des trottoirs, mettre des services, mettre de la verdure, c'est une bonne chose. S'il y a une compensation et une offre potentielle, et aujourd'hui, l'offre, elle existe. Et cette offre, elle existe dans plein de secteurs d'activité immobilier, les immobiliers de bureaux, le résidentiel, qui ont des places vacantes. Et dans le bureau, de plus en plus, dû aux politiques de télétravail qui sont mises en place. Et donc, je pense que c'est une bonne chose de faire cette transition de la voirie vers leur voirie. Il y a encore beaucoup de places vacantes à aller chercher, je pense. Oui. Vous avez plutôt plus ou moins 14 000 places, si je ne me trompe pas, à Bruxelles. Oui. Il y a encore beaucoup de choses à aller chercher, beaucoup de places vides, finalement, à Bruxelles. Alors, il y a des quartiers où on n'est pas encore suffisamment présent. Je pense aux quartiers comme Anderlecht, notamment, Gensoren. Quels sont les quartiers où vous êtes vraiment présent? Très fort sur les communes du sud et du centre, donc de Saint-Gilles, Forêt. Et toutes les places sont utilisées? Alors, on a des très très bons taux d'occupation. Qui sont, ce que je considère bon, c'est au-dessus de 70% de taux d'occupation. Il y a des parkings où on a 110% d'occupation, parce que la journée, il y a des occupants, et la nuit, donc il y a un certain roulement. Mais on voit par contre que la politique régionale et la problématique se globalisent à l'échelle de la région. Donc des communes qui n'étaient avant, sur lesquelles il n'y avait pas de pression, il y en a aujourd'hui. Et c'est simple, c'est qu'aujourd'hui, nous, on va suivre la densification, et les villes où il y a encore du foncier qui se densifie, c'est une augmentation de la densité démographique et donc une augmentation de la demande. Parce que même si les gens vont avoir de moins en moins de voitures, comme on supprime des places en rue et qu'il y a une augmentation démographique... Vous allez jouer là-dessus, quoi. En fait, il y a une stagnation de la demande. Et justement, est-ce qu'il y a trop de places à Bruxelles, selon vous, encore de disponibles? Si on parle de taux d'occupation de 70%, ça ne doit certainement pas être le taux moyen des places de parking. Alors, c'est jamais possible d'être à 100% parce que vous devez gérer une asymétrie d'information. Et donc, c'est comme si vous dites, est-ce que c'est normal qu'il y a des places en voirie qui sont ouvertes? Oui, puisqu'il faut le temps que des places se libèrent et d'autres viennent. Et quand on parle de taux d'occupation, il faut bien comprendre que c'est une moyenne. Donc pour moi, des taux d'occupation de 70% et plus, c'est déjà des très très bonnes moyennes. Et qu'on va avoir besoin aujourd'hui de ces places pour aménager et apporter d'autres services. Parce que le parking, on parle de parking voiture, mais aujourd'hui le parking n'a pas une fonction qui est réduite à la voiture. On a vu l'engouement pendant le confinement du vélo. Nous, on a 30 à 40 parkings vélos aujourd'hui en région bruxelloise. On ne le fait pas pour le rendement économique que ça génère, on le fait pour le service aux citoyens et à la communauté que ça peut apporter. Et après-demain, il y a toute l'électrification qui va être nécessaire et ces parkings voitures seront aussi utilisés pour ça. On va regarder justement une carte qui a été présentée hier, cette semaine, sur le développement des bornes à recharge à Bruxelles d'ici 2023. L'appel d'offres lancé par Sibelga pour installer près de 250 bornes vient d'être remporté par Énergie Vision Bruxelles. Alors on le sait, l'ambition de la région, c'est une borne de recharge tous les 250 mètres pour chaque Bruxellois. Est-ce que c'est une des raisons qui vous pousse justement aujourd'hui à modifier votre business model, à encourager des parkings avec des bornes électriques? Il y a combien de bornes concernées par l'appel d'offres? Donc 460. Voilà. Donc, nous, on a 280 sites. Ouais. Donc, on a la prétention de dire, mais nous, en fait, en tant qu'acteur privé, il ne faut pas attendre
que le politique le fasse. On n'a pas attendu de créer des pompes à essence, c'est le privé qui l'a fait. S'il y a un business model, c'est qu'il y a une opportunité, et donc on doit être acteur plutôt que spectateur. Vous êtes à combien maintenant, vous? Ou quels sont Nous, vos projets? aujourd'hui, on a 15-20 bornes. Ce n'est pas le sujet. Le sujet aujourd'hui, c'est qu'on attendait une clarification politique sur les normes. Parce que ce que vous mentionnez ici, c'est en voirie. Tout à fait. Nous, on est hors voirie, et donc on est dans des immeubles privés sécurisés. Et la réglementation n'est pas la même. Pompiers, assurantiels, etc. Le projet de loi va être voté dans les prochaines semaines. Une fois qu'on a une clarification, on est prêt pour déployer chez nos propriétaires, soit eux en direct avec notre aide, soit nous, qui peut avoir un rôle aussi d'accompagnateur, voire même de tiers investisseur. Et l'objectif de ça, nous, c'est d'électrifier notre patrimoine. Pourquoi? Mais parce qu'aujourd'hui, c'est une demande de nos clients. Ça va devenir une réglementation politique. On va être obligé d'avoir un certain ratio de nos parkings qui sera équipés de bornes. Et puis, c'est dans le cadre du plan Good Move, d'électrification et du fait de rendre la ville plus agréable. Et aujourd'hui, vous avez les reins solides pour démarrer, parce que c'est un fameux investissement si vous électrifiez tout votre parc. Alors nous, depuis notre création il y a 10 ans, on est capable de faire des choses nous-mêmes, mais on est aussi capable de s'entourer et de faire des partenariats. Aujourd'hui, il y a énormément d'acteurs, tant du secteur bancaire que du secteur des énergéticiens, et donc qui sont capables aujourd'hui de faire des partenariats, et donc on est sollicité, et donc on envisage de faire des associations, soit d'un point de vue plus global, soit ponctuel sur des sites. En tout cas, en carnet de commandes, on a déjà contracté sur les 2 derniers mois plus de 150 bornes qu'on va installer et déployer dans certains bâtiments. Il y a une certaine rupture avec donc, le discours alarmiste qu'on entend des fois dans le secteur automobile. Il n'y aura pas assez de bornes. Vous dites, nous, non, des acteurs comme nous, on va amener des solutions. Alors, on va apporter des solutions, mais est-ce qu'elles sont suffisantes par rapport à la demande? Ça va dépendre évidemment du taux de renouvellement du parc automobile. Et ça, on n'est pas à la place des entreprises. Elles vont le faire, mais c'est un peu l'œuf et la poule. Hein. Il faut qu'il y ait assez de bornes pour que les gens renouvellent, et après, il y a le cadre réglementaire. Ce que les gens, par contre, et là, pour moi, c'est un défaut, ils pensent qu'une place de parking égale une borne. Non. Vous n'allez pas à la pompe à essence tous les jours. Moi, j'ai une Golf électrique depuis 2 ans et demi. Je vais tous les 3 jours. Et encore, j'y vais comme quand on charge un GSM, parce qu'on n'a pas envie d'être à plat, mais je suis pas... Voilà. Et donc, pour nous, il ne faudra pas mettre des bornes partout. Il faut en mettre suffisamment pour que la rotation puisse se faire. Et après, vous irez parfois sur des bornes plus lentes. 2-3 bornes par place de parking, enfin une borne à maturité, c'est-à-dire que quand le parc automobile sera complètement renouvelé en électrique, ou presque totalement, il faut 30%. Et ça, c'est un projet sur moyen terme la région est en train de mettre le cadre légal. Il y a 25, 30 et 35. Et en 35, c'est 30%. Et l'idée, c'est de convaincre de convaincre aussi les utilisateurs que vous pourrez leur garantir une borne à destination? Mais si vous avez une demande des utilisateurs et que ces gens sont prêts à payer pour l'électricité avec un coût majoré pour la mise en place de la borne et du service, et que de l'autre part, vous avez des propriétaires qui sont obligés d'équiper leur parc. Après, ce qu'il faut, c'est un gestionnaire, et c'est ce qu'on fait. Que vous gérez une borne électrique ou que vous gérez une barrière, comme vous avez vu avec nos techniciens, pour nous, c'est la même chose. On est équipé, on a un service, on a un centre d'appel, et on est là pour faire évidemment ce lien entre cette offre et cette demande. Alors on voit une grosse évolution en vision, et puis surtout une équipe. On va revoir une petite photo de votre équipe. Il y a une 50aine de personnes. Bon, ils ne sont pas tous là, mais c'est une partie de l'équipe. Tous les projets dont vous nous parlez, comme l'électrification de vos parkings, est-ce que ça va amener aussi du recrutement chez Bipark? Alors, certainement, cette année, on a budgétisé de passer, on est globalement 55 aujourd'hui, à plus de 75 personnes à la fin de l'année. Sur le produit. Quel profil vous cherchez? Donc, on cherche de tout. On cherche des ingénieurs informatiques. D'ailleurs, tout est disponible sur notre site internet, Isix et Bipark. Tant des profils informatiques que des profils type project management qui sont là pour accompagner ce changement et ces projets, que des profils sales et marketing qui sont là évidemment pour trouver les clients et faire en sorte de commercialiser tout ça. Vous pensez les trouver? C'est facile de recruter aujourd'hui? Alors je pense que les profils cherchent aujourd'hui, et encore plus avec le confinement et ce qui s'est passé les 2 dernières années, des sociétés qui ont du sens et des propositions de valeur qui leur parlent. Nous, on a vraiment comme vision d'améliorer la mobilité des gens pour cette génération et la génération suivante, et en étant concret et en apportant des solutions concrètes et à court terme. On ne parle pas de plans à 18 mois, à 24 mois, on parle de plans à quelques semaines et on va déployer. Et ça, je pense que c'est important pour les sociétés
aujourd'hui de proposer pour donc des collaborateurs qui souhaiteraient nous rejoindre et avec un cadre de travail jeune, dynamique et en donnant des responsabilités aux personnes. Allez, messieurs, oui, une dernière petite question, Benjamin, parce qu'on arrive déjà à la fin. Combien de temps vous pensez avant que le parking intelligent s'impose vraiment en ville? Il avait beaucoup de promesses avec le parking intelligent, moins de congestion dans la ville, meilleure utilisation de l'espace public. Combien de temps ça va mettre pour que ça devienne vraiment une réalité? Alors, et là je fais le lien, parce que le coup d'après de la voiture électrique, c'est une voiture qui sera peut-être autonome, et il y a des tests qui sont en train d'être faits. Vous êtes spécialiste de mobilité aujourd'hui aux États-Unis. Si les bâtiments ne sont pas intelligents, que ces bâtiments ne sont pas connectés avec des softwares comme EasyX, comme le nôtre, on ne pourra pas demain gérer ce stationnement intelligent. Mais demain, si tout ça est automatisé, c'est comme des systèmes de feu, il n'y a plus d'embouteillage et tout sera fluidifié. Mais donc, ça va donner un temps au plus vite, au mieux, mais je pense que ça va prendre encore un peu de temps. Allez, le futur, c'est maintenant, on l'a bien compris. Merci à tous les deux, Merci en tout cas, d'avoir Merci. passé ce moment avec nous dans Big Boss. On se retrouve le mois prochain avec un nouvel invité. À bientôt.